Eh ben, bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Festival Spawn. On se retrouve donc pour la table ronde sur le métavers. Le métavers est-il le futur du gaming? Enfin, les métavers. Je suis accompagnée de Stella Jacob. Tu es game designer. Bonjour Stella. Game designeuse et artiste des univers immersifs, et tu as écrit une thèse sur la modération des métavers. On reviendra là-dessus, sur toute la politique qu'il y a autour des mondes virtuels et les relations humaines, évidemment. Et également Stéphane Natkin, professeur émérite du CNAM, président fondateur de la compagnie des Martingales, qui fait de la production et du conseil jeux vidéo. Merci à vous deux de m'accompagner sur cette table ronde. Julien Buzen arrive. Il est, en ce qui le concerne, docteur en relations humain-machine, donc c'est également un profil très intéressant pour nous. Et quand il va arriver, il va beaucoup vous parler d'EverQuest, sachez-le, c'est normal, on va essayer de le maîtriser. Mais en attendant, on va quand même devoir commencer cette table ronde. Donc évidemment, pour commencer, pour introduire le sujet, je vais vous demander à chacune votre définition du... Bonjour Julien, j'ai dit EverQuest, il est apparu. Il y a des gens comme ça, mais il n'y a pas de problème. C'est que le début. Donc j'allais poser la question pendant que Julien finit de s'installer. Stella ou Stéphane, qui veut commencer par définir le métavers? Bon, comme chacun sait, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Le métavers, je donnais une première définition sur laquelle on ne va pas s'accorder, et c'est très normal. Disons qu'une première définition du métavers, ça consiste à être un peu à la croisée du... Donc, première définition, c'est l'Internet de demain. C'est un Internet dans l'espace et le temps qui, du coup, aurait comme brique technologique plusieurs choses, à la fois le Web 3, donc une approche décentralisée, potentiellement ces questions de crypto-monnaie qui seraient associées ou non, c'est en option, l'immersion, la réalité virtuelle, et puis en fait beaucoup de choses qui existent déjà, c'est-à-dire en termes d'usage, un mélange de réseaux sociaux, de MMORPG et de la vraie vie. De la vraie vie. Voilà, c'est une belle soupe pour présenter le métaverse. Magnifique. Stéphane, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Éventuellement appuyer sur le bouton, sinon j'ai un micro disponible. Ça va là, oui. Bon. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que ce qui est important, c'est que le métaverse, c'est un argument commercial qui est utilisé par une société que je ne nommerai pas pour proposer tout un tas de bidules potentiellement futurs qui vont arriver. Et après, derrière ça, il y a effectivement toute l'histoire des relations entre le monde réel et le monde virtuel qui commence il y a fort longtemps. Le croisement, comment le monde réel influe sur le monde virtuel, comment petit à petit le monde virtuel a influé sur le monde réel, à travers les MMORPG, les jeux en réalité alternée, etc. Et puis ce mélange à ça, cette idée qui est liée à l'explosion de la réalité virtuelle, explosion toute relative, même si je produis des jeux en réalité virtuelle, qui est liée à l'idée d'immersion. Mais qu'est-ce que c'est que l'immersion? Est-ce que l'immersion, c'est nécessairement être sous un casque trop chaud qui vous donne mal au cœur? Ou est-ce que ça peut pas être autre chose? Est-ce qu'on n'est pas immergé dans une salle de cinéma ou même devant son téléviseur ou devant son jeu vidéo avec un tout petit écran et deux moches haut-parleurs parce qu'on est complètement à l'intérieur du jeu? Il y a une notion qui est mieux définie, qui est la notion de présence, qui est le fait qu'on oublie le dispositif technologique. Et en fait, à mon avis, ce qui fascine dans l'histoire de métavers, c'est que ça croise toutes les problématiques psycho-socio-technologiques de notre époque. Parce que après, on peut dire l'immersion, c'est le rêve de Bezos, c'est-à-dire qu'on est directement connecté sur l'ordinateur. Le système de perception de l'ordinateur, c'est notre système de perception. Et notre perception de l'ordinateur, on n'a plus besoin de gants pour faire du retour, machin. Tout ça, c'est nos petits nerfs et nos petits muscles qui sont directement activés par l'ordinateur. Donc, il y a toutes ces fantasmagories qui seront peut-être pas toujours des fantasmagories. Je ne sais pas s'il faut... On en reparlera. Mais en fait, qui tournent autour de ce mot. Oui, ça fait très SF.
et très futuriste. Mais Julien, peut-être que vous allez nous introduire un peu d'historique. En fait, est-ce que le métaverse, ce serait pas très ancien ou quasiment? Alors, oui. Tout simplement parce que si on fait une analyse des fictions passées, une analyse pas très poussée d'ailleurs, il suffit d'aller chercher dans les grands noms, on se rend compte qu'un des premiers environnements dits virtuels dans lesquels l'utilisateur oublierait qu'il n'est qu'un avatar mais se penserait être en présence totale, c'est dans un ouvrage de Philip Kindred Dick, l'auteur d'Ubik et de tout un tas de choses qui ont donné des films assez célèbres, qui s'appelle A Maze of Death, et dans lequel les passagers d'un vaisseau spatial perdu autour d'une étoile féreuse, impossible de revenir, passent leur vie dans des univers virtuels à faire des murder parties parce qu'ils ne peuvent pas se saquer les uns les autres. Au lieu de s'assassiner en vrai, ils le font dans une fiction. Voilà, c'est pas très joyeux, mais après le terme métavers en lui-même a été créé par ce qu'on n'a pas le droit de faire un truc comme métavers, c'est une racine grecque et latine, c'est un assassinat de la linguistique. On n'a pas le droit de faire un truc comme ça, c'est un Américain qui l'a fait, donc c'est normal. Donc ça a été, ce terme a été créé dans un ouvrage qui s'appelle Snow Crash de Neil Stephenson, et c'est une dystopie. Là, c'est pas du tout recommandé de le faire. Alors même si Neil Stephenson est en train de travailler sur ce qu'il appelle le véritable métavers, ça s'appelle Lamina Power One, dans son roman, c'est pas du tout souhaitable. C'est-à-dire que vous avez le métavers où les très riches fuient l'horreur de la réalité, et en parallèle, il y a une espèce de route dans le nord des États-Unis où les gens vont s'entasser les uns derrière les autres. Une fois qu'ils arrivent au bout des habitations le long de la route, ils posent leurs vannes et ils construisent leur baraque de bidonville pour fuir l'horreur de la réalité. Mais c'est-à-dire que le métavers est posé en miroir de ce que vivent les pauvres, mais c'est pour les riches. Voilà, maintenant, la proposition technologique de créer des environnements où on n'aurait pas besoin d'un tas de lignes de commande et d'interfaces mal fichues pour interagir, elle est séduisante, parce que si on regarde la façon dont fonctionne un être humain, on ne fait pas de ligne de commande. Nous, on attrape des choses, on se déplace, on les regarde, on les consulte, mais la ligne de commande, c'est pas notre façon de fonctionner, c'est celle de l'ordinateur. On n'a pas besoin d'interface. Donc si on arrive à créer une interface qui nous fait oublier que c'est une interface, c'est très très intéressant. Et ça date pas d'hier comme problématique. Alors l'adaptation de l'outil au corps humain de façon à ce que ce soit extrêmement performant, si vous voulez en avoir une illustration, vous regardez l'histoire des armures ou des poignées d'épée ou des poignées d'outils. Voilà, c'est le même problème. Faire oublier qu'il y a un truc dans la main et le geste est naturel. Donc c'est la même chose mais pour l'esprit humain. Et ça, c'est une proposition technologique intéressante. Donc, quelle est la part de fiction? Parce que comme mes deux prédécesseurs l'ont extrêmement bien expliqué, il y a une histoire de part marketing, il y a une histoire de proposition fantasmagorique, il y a une histoire d'archétype, une proposition archétypale d'un environnement numérique idéal. Enfin, si c'est idéal, c'est qu'on ne peut pas l'atteindre, mais à l'intérieur, il y a sans doute des choses intéressantes à prendre et que l'on peut réaliser. Ça, je suis totalement d'accord avec Stéphane et... Pardon. Stella, merci. Et alors j'ai une question pour vous trois. Est-ce que vous saviez que sur le site du ministère de l'économie, il y a une définition de ce qu'est le métavers et qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de monde virtuel, d'environnement virtuel. Oubliez qu'on est un avatar, c'est ce qui est beaucoup revenu dans vos propos, d'environnement numérique idéal. Le site du ministère de l'économie annonce, on appelle univers immersif virtuel aussi métavers, un service en ligne donnant accès à des simulations d'espaces virtuels qui permet à des utilisateurs d'être immergés. Donc vous aviez aussi quand même parlé de l'immersion dans une autre réalité que le monde physique qui les entoure et d'interagir en temps réel avec les autres utilisateurs et leurs environnements virtuels par l'intermédiaire d'un avatar. Donc on retrouve quand même l'avatar, l'immersion. Le temps réel, c'est quelque chose d'important pour vous dans les métavers aussi? L'interaction en temps réel, oui, c'était là. Oui, tout à fait. En fait, moi, je viens plutôt du coup de la réalité virtuelle. J'ai beaucoup fait ce qu'on appelle de la social VR, qu'on peut considérer comme des proto-métaverses. Donc, notamment, j'ai passé pas mal de temps dans VR Chats, si vous avez entendu parler de ce monde-là. Et j'ai oublié ce que je voulais dire.
Le temps réel, très important, puisque en fait, la part sociale dans ces espaces-là, elle est déjà un argument marketing. Elle permet aussi de ramener encore plus de monde, puisque pour que ce soit social, il faut qu'il y ait des gens. Et puis, c'est toute la... Pour moi, c'est un angle important, c'est cette idée de pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre, qu'on ne le connaisse ou pas, et qu'on soit dans la même ville ou de l'autre côté du monde. C'est une des propositions qui peut être intéressante pour le métaverse. Je ne suis pas tout à fait sûr que... C'est évident qu'il y a une partie de temps réel, mais elle n'est peut-être pas le seul... Alors si on regarde ce qui existe, prenons les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux, historiquement, c'est pas très vieux comme histoire, mais enfin, c'est quelque chose où on n'interagit pas en temps réel. Par contre, bien avant les réseaux sociaux, il y a le chat qu'on trouve dans les MMORPG qui existait avant. Nous, on a inventé... des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, le Minitel Rose, qui était le chat historique français. Mais d'un autre côté, donc il y a les deux. Et on voit actuellement avec Discord, par exemple, il y a plein d'autres, où le fait d'être en temps réel, en relation temps réel avec les autres, est un élément important. Mais d'un autre côté, vous regardez des univers, je pense par exemple à Farmville ou avant à SimCity, où on vit ces deux modes d'existence dans le monde virtuel qui sont complètement différents. Il y a une histoire, certains d'entre vous connaissent les Sims, 50 millions de joueurs de Sims il y a eu à un moment donné, et dans les Sims, on n'interagissait pas en temps réel. On fabriquait des trucs, on pouvait les échanger avec les copains, les inviter à venir dans votre petit univers, comme dans Farmville. Et puis à un moment donné, on a lancé les Sims Online. Et là, c'était plus du tout la même chose parce qu'on n'était pas dans un God Game où on dirigeait les Sims, on était soi-même un personnage. Et le mode de relation, la relation interpersonnelle qui se créait, il y en avait deux, c'était complètement différent. Et d'ailleurs, ça a été un échec, parce que l'idée d'Electronic Arts, c'était d'amener tous les joueurs des Sims dans les Sims Online. Ça n'a pas marché, parce que ce n'était pas le mode d'interaction. Il y en a qui avaient envie d'être les dieux d'une petite communauté, et il y en a d'autres qui voulaient s'affronter avec d'autres joueurs. Et donc, je pense que dans l'ensemble des mondes virtuels des métaverses, vous allez pouvoir ou vous parler par avatar ou peut-être même par télévision en temps réel, et puis d'un autre côté, vous pourrez encore poster des lettres virtuelles, attendre que quelqu'un vous réponde, etc. Comme Animal Crossing. C'est un peu plus... Mais alors, effectivement, quand je vous entends toutes les trois parler de métavers, je vois le rapport avec les réseaux sociaux, je vois le rapport avec peut-être un historique qui proviendrait des chats, des premiers chats, voire des premiers forums d'IRC, etc. Mais alors, avec le jeu vidéo, comment ça se fait qu'on associe... Quand vous le définissez, je me dis, comment ça se fait qu'on associe jeu vidéo et métavers, Julien ? Alors... pour moi, ça coule de source. L'être humain est une machine à jouer. Parce que l'être humain est une machine à apprendre et son mode d'apprentissage le plus efficace, c'est le jeu. Ça, c'est posé, il n'y a rien à redire là-dessus. Un enfant qui ne joue pas est un enfant qui n'apprend pas. C'est d'ailleurs un des problèmes de l'éducation nationale. Les enfants s'y ennuient, donc ils n'apprennent pas. Ça, c'est le problème. Pourquoi est-ce que ce n'est pas évident pour d'autres ? Je pense qu'il y a un vieux préjugé judéo-chrétien contre le jeu, qui est distrayant, et la distraction, c'est mal. Donc, on essaie à tout prix de vouloir séparer le jeu de l'affaire sérieuse. Je vais simplement vous donner un exemple. Allez dans une convention de Wargamer, touchez à une figurine sur la table et vous allez voir si c'est pas sérieux. Voilà. Allez voir des enfants perturber leur jeu de marelle, scandale. Et ils ont raison, d'ailleurs, c'est leur jeu à eux, c'est pas le vôtre. Vous n'avez pas le droit de venir dans l'espace de jeu qu'ils ont sanctifié, ça se fait pas. C'est extrêmement impoli. Donc, je pense qu'une des premières applications, en fait, des prototypes de métavers, c'est le jeu. Quand on regarde Space War, c'est un jeu multijoueur, en temps réel, dans un espace virtuel. La seule difficulté, c'est qu'il n'avait pas l'espace mémoire, la capacité de traitement, de façon à pouvoir s'affronter à 50, 200 ou 5000. Ça, c'est le problème. C'est juste une question de calcul, mais tout est là. 1961, Space War, premier ordinateur à peu près manipulable pour en faire un jeu, boum, vous l'avez.
Vous allez dans les années 1970 dans les universités américaines, vous trouvez des prototypes de multi-user dungeon en mode texte, peu importe que ce soit pas une image, peu importe qu'il n'y ait pas de son, vous avez des gens qui les explorent. Et dans les années 90, quand j'ai été étudiant, j'ai utilisé Telnet, j'ai trouvé le serveur d'un MUD sur le Seigneur des Anneaux en Californie, et j'y ai pu y jouer en 5 minutes. C'était aussi simple que ça. Bon, on m'a demandé ce que je fichais ici et comment je l'avais trouvé. Je sais pas trop d'ailleurs, j'ai tapé des trucs au hasard, mais le fait est que j'y ai accédé. Je pense que la question de la virtualité n'est pas intéressante, ce qui est intéressant c'est la fiction. Je pense que la différence entre jeu et non-jeu n'est pas intéressante, parce que de toute façon, si quelqu'un a décidé de jouer avec quelque chose, il va le faire. Voilà, c'est le propre de l'humain, il est capable de jouer avec n'importe quoi. Quitte à mettre les doigts dans la prise, surveillez vos enfants. Le problème, c'est que tant qu'on va vouloir faire une séparation entre les deux, on ne va pas pouvoir vraiment faire des propositions intéressantes parce qu'on n'aura pas compris ce qu'attendent les gens. Tout bonnement. Alors après, bon, je vais laisser parler les autres. Stéphane, par exemple, peut-être. Moi, j'avais 2 remarques. Dans l'exemple des Dungeons and Dragons, je me souviens avoir joué à ça. On parlait des modes de coopération synchrone ou asynchrone. Donc c'était du textuel. Il y avait un texte qui vous disait, vous rentrez dans une pièce noire et au fond il y a une table. Et là vous tapiez avancer vers la table et là il comprenait ou il ne comprenait pas. Et s'il ne comprenait pas, il notait toutes les fois où il n'avait pas compris. Et les joueurs peuvent aller se loguer et faire une réponse à toutes les questions qui n'avaient pas eu de réponse. Il y avait une interaction, vous ne pouviez pas, dans celui auquel j'ai joué, vous ne pouviez pas jouer ensemble. Mais par contre, vous créiez déjà un univers virtuel et au bout de 3 ou 4 ans d'existence, il fallait plus de temps pour explorer l'ensemble de l'univers qui avait été créé collectivement. Donc ça, c'est, à mon avis, ça montre bien que vraiment tout ce qu'on se pose sur la création par les joueurs dans les métaverses existait. L'autre remarque, c'est que je trouve qu'il faudrait retourner le titre de la conférence. Est-ce que c'est les métavers qui sont l'avenir du jeu vidéo ou le jeu vidéo qui sont l'avenir des métavers? Parce que tout ce qu'on trouve dans les trucs des métavers, comme tu l'as dit tout à l'heure, a été exploré à un moment donné, a quelquefois été créé, mais en tout cas est devenu quelque chose de masse à travers le jeu vidéo. Et les jeux vidéo massifs comme World of Warcraft sont un succès. Et les jeux qui n'ont pas, les univers qui n'ont pas de sens ludique comme Second Life, eh ben c'est moins un succès. Stella, tu voulais... Oui, je voudrais bien rebondir là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant cette question du jeu parce que pour moi, c'est à travers le jeu que des mondes virtuels existent complètement. Et en même temps, dans l'utilisation du terme metaverse dans un sens complètement marketing et comme il a été utilisé ces 2 dernières années, toutes les composantes du jeu ont été mises de côté. On a plus présenté les possibilités de collaboration, de travail, notamment les premiers éléments qui se rapprochent un peu des expérimentations de méta sur le métaverse, c'est Workroom, donc une salle de travail. Ah, c'est charmant, ça donne vraiment envie. Et en fait, j'ai l'impression que c'est, donc dans un sens complètement marketing, pour montrer que oui, ça ressemble à du jeu vidéo, mais ce n'est pas du jeu vidéo. Et ça s'adresse à un public qui n'est pas forcément joueur ou même qui pourrait avoir des a priori. Et en fait, toute cette approche marketing-là, elle ne profite pas du tout au développement du métaverse. Puisque c'est par le jeu et c'est par tout ce qui a existé auparavant dans le jeu vidéo que le métaverse peut faire sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui veulent créer des métaverses, qui ont du coup toutes les briques technologiques qu'il faut. Et puis, à un moment, ils se disent « Ah tiens, je vais peut-être employer un game designer pour... qu'il y ait quelque chose dans ce monde-là qui ait un petit peu de valeur. » Mais ça arrive en général en dernier. Voilà, pauvre game designer. Alors, absolument d'accord avec Stella. La question de la valeur qu'apporte la proposition technologique est capitale. Si le silex n'avait pas pu servir à découper des proies, on s'en serait pas servi. Voilà. Même si l'idée avait été géniale, on va casser des cailloux, vous allez voir, ça va nous occuper. Personne ne l'aurait fait. Donc, si on parle de valeur, quelle valeur peut-on trouver dans des jeux vidéo qu'on va dire, bon, j'ai horreur de ce terme, mais passons, des univers virtuels qui ont eu énormément de succès. Si vous regardez Meridian 59, Ultima Online, EverQuest, World of Warcraft, Dark Age of Camelot, Asheron's Call et EVE Online, qui sont ceux qui ont eu énormément de succès au début, fondamentalement, on a l'impression qu'on n'y fait pas grand-chose à part perdre son temps. On se promène, on tape des trucs. Pourquoi tape-t-on des trucs pour devenir plus fort? Pourquoi devenir plus fort? Pour taper des trucs plus gros. Ah! Un peu idiot.
Mais jusqu'au moment où on se rend compte, mais pourquoi est-ce que les gens se mettent autour d'une table pour jouer à un jeu de rôle? Pour lancer des dés? Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi est-ce qu'on joue aux cartes? Ça sert à rien non plus. La question c'est, attention, révolution, ça fait plaisir. Je sais, c'est un peu bizarre de nos jours d'oser dire des trucs pareils. C'est pour le plaisir. Et si on se fie au psychologue du plaisir, c'est-à-dire Mihaly Csikszentmihalyi, qui a écrit un excellent livre que tout le monde devrait lire, ça s'appelle Flow, enfin faut le lire en anglais parce qu'en français il y a eu un peu de perte à la traduction. On vous explique qu'une activité plaisante, c'est une activité qui est suffisamment difficile pour présenter un défi, mais pas trop pour que résoudre les défis, en venir à bout, apporte du plaisir. Et c'est comme ça qu'on maintient le flow de l'activité. Et ça marche pareil au travail. Si vous ne vous faites pas plaisir en travaillant, ça va aller lentement. Ça se traduit par un état d'auto-hypnose où on oublie le dispositif avec lequel on est en relation et on se concentre sur la tâche. Vous voyez ce que j'avais dit tout à l'heure? Oublier qu'on est un avatar, voilà, c'est pareil. Le symptôme typique, c'est l'abolition du temps. Si votre adolescent ou vous-même venez de griller 5 heures sans vous en rendre compte sur un jeu, c'est qu'il est bon. On se fiche qu'il soit moche, que le son soit pourri, que les personnages soient mal fichus. Il est bon. Voilà, Dwarf Fortress. Typiquement, vous jouez en ASCII, on n'y comprend rien. Et quand vous finissez par comprendre le machin, vous y passez des jours entiers, vous dormez plus, vous mangez plus. Vécu. Donc, ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que la proposition de valeur doit être basée sur le plaisir. Et donc, il faut étudier pourquoi les gens prennent du plaisir à jouer dans ces jeux, et on comprendra comment on peut faire un métavers qui serait moins orienté vers le jeu et plus vers des applications pratiques, de façon à ce que les gens l'utilisent. Alors, j'ai proposé à mes collègues ici un schéma, on peut peut-être le mettre. Il est tiré d'EverQuest. Comment les joueurs créent de la valeur dans EverQuest? En fait, on prend plaisir à EverQuest en ayant des relations sociales qui permettent de relever des défis monumentaux, très difficiles, qui demandent des heures, parfois des dizaines d'heures de coopération entre joueurs pour en venir à bout. Et ça, ce sont les différents paramètres qui font qu'un joueur va être désirable aux yeux des autres. Ça va être sa valeur. Donc il y a une valeur économique. Est-ce qu'on a une compétence artisanale? Est-ce qu'on sait où trouver les ressources? Est-ce qu'on sait où trouver de la trésorerie ou du matériel? Est-ce qu'on connaît le monde, son histoire, sa géographie, ses monstres et leurs particularités, ou les PNJ avec lesquels on peut avoir des choses intéressantes? Il y a l'aspect social. Est-ce qu'on est doué pour communiquer avec les autres et collaborer avec eux? Si vous êtes un sociopathe total, EverQuest, c'est pas pour vous. Ou alors vous jouez un nécromant. Ça, c'est fait pour. Il y a les tactiques. Est-ce qu'on sait se battre? Est-ce qu'on sait respecter une tactique de raid ou une tactique de groupe? Et tout ça va faire que vous allez ou non avoir de la valeur au sein de la communauté des joueurs. Et peut-être que si vous avez de la valeur dans EverQuest, vous n'aurez pas de valeur ailleurs parce que ça ne sera pas le même jeu, il n'y aura pas les mêmes choses et vous allez devoir réapprendre à jouer. Voilà, c'est ça qui fait que 24 ans plus tard, EverQuest est toujours debout. Là où vous pouvez faire une longue liste des MMORPG qui ont essayé de détrôner World of Warcraft, EverQuest ou d'autres, et ils sont tous oubliés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi les joueurs y jouaient. Voilà, ça c'est mon axe de travail. Maintenant, je suis sûr que mes collègues vont avoir des choses à redire. Justement, moi je voulais vous faire rebondir sur un sujet. Vous avez beaucoup évoqué tout ce qui est relations sociales, il y a eu beaucoup de MMORPG qui ont été évoqués. On a évoqué à un moment, je ne sais plus qui, le jeu de rôle. Est-ce que le roleplay est une partie fondamentale de la valeur que peuvent créer les joueurs et joueuses dans un métavers? Est-ce que ça fait vraiment partie de sa structure? À tout le monde, donc je vois des regards qui s'échangent, je vois un roleplay qui s'opère finalement. En fait, en ce moment même, nous jouons un rôle. C'est une fonction de l'être humain, il change en fonction de son environnement et de son entourage. C'est-à-dire que votre personne profonde, vous ne pouvez pas l'exprimer parce que peut-être qu'elle est odieuse, vous n'avez pas envie, vous auriez honte. Donc, tous, on affiche un masque. Enfin, c'est la théorie des masques de Jung. Et à un moment, il faut présenter une aura de respectabilité. Je ne parle pas ici comme je parle avec mes copains en plein milieu d'un raid. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, le jeu de rôle, c'est une façon de se détendre pour devenir quelqu'un d'autre pendant un instant, et ça fait du bien. Peut-être que si vous faites vos 40 heures par semaine et dans un emploi de bureau, vous avez envie d'être autre chose par moment. Et vous allez pouvoir l'exprimer de façon différente. Donc je pense que si un environnement fictif ne permet pas d'être une personne fictive, on a un problème. D'où le problème des métavers de travail, en fait, puisqu'on va redevenir la même personne que celle qu'on est au travail, quel est l'intérêt? Alors tout dépend s'il est bien fait, je pense que Work Adventure propose des choses intéressantes. Mais le nom laisse supposer qu'il y a quand même un jeu derrière, je trouve. C'est inspiré des jeux, tout le dispositif est inspiré des jeux en 2D japonais.
La Final Fantasy, les tout premiers. Les Ça... RPG, ouais, exactement. tactique. Et en fait, quand on s'approche d'une personne, on ouvre une fenêtre de discussion directe avec caméra, donc on peut discuter avec de façon spontanée. C'est extrêmement bien fait, j'aime beaucoup. Oui, Stéphane, sur le roleplay, donc le jeu de rôle. Enfin, c'est sens par propre. rapport au travestissement. Je pense que ce que posent certaines visions et définitions de métaverse, c'est le fait d'avoir une espèce de multi-identité dans un continuum d'espace VR. Dans l'article que j'ai cité, ils imaginent que contrairement à ce qu'on fait, où on a un avatar dans tel jeu, un avatar comme ceci, pas d'avatar dans le serious game, etc., il y aurait une espèce de continuité de cette identité, mélange de notre, entre guillemets, identité réelle et de notre identité virtuelle, qui amènerait, qui ferait partie d'un espèce de continuum entre l'espace réel et l'espace virtuel. Alors d'abord, je ne sais pas si c'est très souhaitable, ça peut se discuter, et d'autre part, c'est pas forcément, ça ne va pas forcément se passer comme ça. C'est-à-dire que qu'on dit, il y a des endroits où on doit être travesti, il y a des endroits où on veut être travesti, et il y a des endroits où la limite du travestissement est un obstacle à pouvoir faire exactement ce qu'on veut. Donc l'idée du jeu de rôle, alors l'idée du jeu de rôle, c'est l'idée du travestissement, c'est aussi l'idée du maître du jeu. L'identité. Oui. De celui qui va... Alors on sait qu'il y a aussi des gens qui ont travaillé pendant des années pour faire des maîtres du jeu automatiques, pour recréer une dramaturgie dans les jeux et tout ça. À ma connaissance, ça a toujours foiré. On n'avait pas encore ChatGPT, donc ça va peut-être s'arranger. Voilà, c'est pas sûr. Voilà, mais je pense qu'il y a, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Le cœur de cette histoire-là, il y a un problème de travestissement, enfin, voyez-vous. Mais c'est un problème assez compliqué, la nature du travestissement. Il n'y a qu'à voir dans tous les pseudos que les gens ont déjà. Je me permets de rebondir là-dessus parce que la question de l'identité dans les mondes virtuels, elle était un peu liée en fait au sujet de ma thèse professionnelle. Sauf que moi, ça partait de l'autre sens, c'est-à-dire dans les mondes virtuels qu'on a aujourd'hui, il y a déjà des violences. Ces violences-là, il ne faut pas les mettre de côté en disant que c'est virtuel parce que ça a un impact bien réel. La réalité virtuelle aurait le potentiel d'augmenter la perception de ces violences sous d'autres formes notamment. Et du coup, à ce moment-là, on se demandait, je me suis posé la question de ok, mais quid de l'anonymat? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et c'est là où je n'ai pas de réponse du tout. Mais disons d'un côté que la facilité consiste à avoir du coup une seule identité en ligne, ce qui enlève quand même tout le plaisir de l'existence qu'on peut avoir en ligne, pour des raisons légales et pour y associer peut-être un wallet de crypto-monnaie et ce genre de choses, quoi. Donc vraiment, ça donne super envie. Il y a des raisons aussi de sécurité, et si on pense au métaverse de Meta, l'idée c'est quand même d'avoir un compte unique Facebook, Meta, etc. Tout ça ne me motive pas beaucoup personnellement. J'ai pas envie de faire plaisir à Meta, j'ai pas envie d'avoir un wallet, et pour les questions de sécurité, c'est quelque chose que auquel je suis sensible, et pourtant je suis pas sûre que ce soit la bonne approche. D'autre part, pour moi, tout l'intérêt du virtuel, c'est la possibilité de pouvoir être autre, de pouvoir se réinventer. Il y a des gens qui découvrent leur personnalité à travers le jeu vidéo et les mondes en ligne. Et tout ça, aujourd'hui, est en risque parce qu'on déciderait à un moment d'avoir une seule identité en ligne. Et il y a un petit combat à mener, je pense, là-dessus même. Voilà. Alors, je pense qu'il n'y a pas un petit combat à mener, je pense qu'il y en a un gros. Puisqu'on a nommé le dragon méta, autant lui coller des pains dans la fond. Pardon. Langage plus châtié, dégainons l'épée et pourfendons-le. Le problème des sociétés qui gèrent des réseaux sociaux, c'est qu'elles veulent mettre les individus en silos. Et leur but, en fait, c'est de concentrer l'activité d'Internet et de faire de leur société des points de passage obligatoires. Ils veulent maintenant faire la même chose avec les loisirs. Ouais. Ça m'a pas l'air d'être une très riche idée. Il y a deux problèmes à ça. Premièrement, vous n'êtes pas anonyme sur Internet. Je suis un ancien policier de France Télécom. J'ai traqué des gens qui se livraient à des activités répréhensibles ou illégales sur les serveurs de Dark Age of Camelot. Si je voulais retrouver quelqu'un, j'y arrivais. Il n'y a aucun problème. Ça s'appelle une adresse IP, on sait à quelle heure elle est attribuée et à qui. Alors maintenant avec les VPN c'est plus compliqué, mais même un VPN face à une injonction d'Interpol, il se tait.
Ça, faut le savoir. Deuxièmement, oui, effectivement, il y a des choses très moches qui se passent dans les univers en ligne. Alors, parfois, c'est simplement des entorses à la charte de comportement, c'est-à-dire qu'on est grossier. Parfois, ça va beaucoup plus loin. Alors, je ne vais pas étaler ici parce qu'il y a des cas qui ont été assez dramatiques. Disons simplement que la légalité ne s'arrête pas aux portes d'un univers virtuel. Voilà. Et troisième point qui est très intéressant, Stéphane parle de limites, de continuité entre la réalité et le virtuel. Bon, j'ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas le mot virtuel et que j'y préférais le mot fictif. La réalité, c'est qu'il n'y a rien de virtuel dans un système en ligne, c'est un système de communication. C'est comme si vous disiez qu'une lettre ou un appareil téléphonique, c'est virtuel. C'est pas vrai. Garantie. La virtualité, c'est lorsque vous êtes à l'interface entre l'imaginaire et le réel, et que vous envisagez les potentialités du réel. Là, vous êtes dans le virtuel. À partir du moment où vous prenez une décision vis-à-vis de votre imagination, vous allez voir si vous aviez raison ou tort. Ça, c'est l'actualisation de votre imaginaire. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, effectivement, il y a une part de virtuel dans ces mondes. On vous propose quelque chose, il y a des potentialités, à vous de les découvrir. Ça fait partie du plaisir de jeu. Un univers en ligne sans potentialité est un univers inintéressant. Point final. Donc, la continuité se manifeste dans le fait que vous allez vivre des expériences qui vont avoir une efficacité sociale. Si vous devenez bon à EverQuest, il y a des chances pour que vous améliorez vos compétences de communication et de collaboration avec autrui. C'est obligatoire. Ça va avoir un véritable effet sur votre vie à l'extérieur du jeu. Donc c'est pas virtuel, c'est vrai, ça fonctionne. De la même façon que lorsque vous êtes père de famille, et pour évoquer un cas célèbre, vous jouez avec votre enfant de 8 ans et que vous avez une bande de... vil personnage qui arrive, vous insulte, vous traite d'homosexuel, vous tue et ensuite s'amuse à faire du teabagging sur le corps de votre gamin qui est en train de regarder tout ça par l'écran, c'est répréhensible. Ça s'appelle du harcèlement. Et l'enfant l'a mal vécu. Il lui a fallu de la thérapie. Parce qu'il ne pensait pas que quelqu'un pouvait être aussi gratuitement méchant que ça. Bienvenue dans la réalité, petit bonhomme. Donc, il y a une continuité, c'est réel, et je pourrais aussi en parler sur le plan économique, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Bah justement, au contraire, moi j'allais revenir à cette réalité-là. L'accessibilité du métavers, qu'est-ce qu'on en dit? Parce que moi je vois que quand même l'entreprise Meta qu'on a citée, ça va pas fort au niveau de ses environnements virtuels. Disney a également licencié 7000 personnes de sa division métavers en début de cette année. Est-ce que c'est soutenable pour un studio aujourd'hui de se lancer dans « Oh tiens, je vais faire un métavers pour mon jeu », j'imagine. Stéphane, peut-être tu avais des choses à dire sur le sujet. Moi, je pense que d'abord, le problème ne se pose pas dans ces termes-là, parce que les gens, pour reprendre ce que dit, ce qui est intéressant du point de vue économique, c'est d'arriver à aligner quelques dizaines ou centaines de millions de personnes qui viennent là-dessus. C'est l'économie du like. Le problème, c'est que vous ayez suffisamment de gens qui interagissent, que vous ayez des données là-dessus. Donc, la plupart des studios n'ont ni la volonté, ni la possibilité réelle de rentrer là-dedans. Par contre, ce qui se passe, et ça c'est évident par exemple dans la plupart des studios qui sont dans l'incubateur ici, c'est que les différentes applications, plus ou moins efficaces, mais le problème n'est pas là, de toutes les technologies portées par le métavers, en particulier la VR et l'AR, donnant lieu à l'heure actuelle à des applications de formation et tout ça, il y a une réalité économique qui est que quand vous voulez faire vivre un studio qui démarre, vous allez trouver des contrats dans... je me demandais qu'est-ce qui était arrivé à ma barbe virtuellement, qu'est-ce qu'elle se transformait petit à petit, les fleurs poussaient. Non, c'est pas ça. Disons que ça, je dirais, c'est l'impact réel sur les studios. Après, tu parlais tout à l'heure des relations monde réel, monde virtuel. Il y a une réalité de croisement économique entre les deux, et aussi de la façon dont on gère ces croisements est loin d'être achevé. Je donnais l'autre jour, je reviens rapidement sur un court exemple. Il y a un certain temps, il y a un économiste qui s'intéresse à l'économie d'un monde virtuel qui s'appelle Star Wars Online. Il constate qu'il y a plus de monnaie qui disparaît que de monnaie qui crée. Et donc, il devrait y avoir la déflation.
il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de déflation, où il faut remettre là en place la théorie économique. Puis finalement, il finit par trouver qu'il y a des gens qui font des faux billets de l'argent virtuel de Star Wars Online. Et donc, c'est ça qui compense le déficit. Mais ce qui est intéressant, c'est que les faux billets de Star Wars Online se vendent contre des vrais dollars sur eBay. Donc, ce que je disais aux élèves d'ici quand je faisais le cours, si vous voulez devenir faux monnayeur plutôt que développeur de jeux virtuels, de jeux vidéo, vous avez deux solutions. La solution classique, vous enlevez un graveur ou sa fille, vous l'obligez à vous faire des panneaux de dollars, vous imprimez ça dans une cave. Si vous faites piquer, vous passez 30 ans dans une prison américaine des plus sympathiques. Ou vous faites de la fausse monnaie de Star Wars Online et vous la revendez contre des bons dollars et ce que vous risquez, c'est d'être viré de Star Wars Online. Donc, ça montre bien que là, c'est un peu caricatural comme exemple, mais ça montre bien qu'il y a une disruption entre la façon dont nous traitons les problèmes économiques dans ce mélange entre le monde réel et virtuel et ce qu'on fait dans le monde avec du billet, même électronique. La question, c'était sur l'accessibilité du métavers. Est-ce que c'est rentable, entre guillemets, aujourd'hui, de se lancer dans cette aventure-là ? Alors, sur la fabrication des métavers, j'ai travaillé dans une entreprise qui, à un moment, s'est dit « Tiens, on va créer notre métavers ». Donc, j'ai fait partie de ces gens-là. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était impossible, qu'on n'avait vraiment pas du tout la task force, le budget, le serveur, enfin, ça n'avait aucun sens, et qu'on était déjà, en fait, que Meta avait déjà créé ces outils-là, et qu'à notre échelle, on n'était pas un studio, donc en plus, on n'avait même pas les moyens de production, ça n'avait aucun sens de créer un métaverse. Au-delà de ça, du coup, dans cet environnement qu'on va appeler l'environnement de la XR, donc des gens qui travaillent dans la VR, la R et autres, il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées aujourd'hui autour du métavers, d'autres entreprises qui ont rebrandé leurs offres autour du métavers, c'est ce qui s'est beaucoup passé, et au final, on est toujours sur de la réalité virtuelle, en fait, on n'est pas du tout sur des métavers. Donc, c'est plus l'habillage économique, c'est aussi une opportunité de financement, mais d'innovation. Donc on sait que c'est pas quelque chose qui est stable. Cela dit, le domaine de la réalité virtuelle en général est encore sur une économie d'innovation et pas forcément sur un business model qui fonctionne comme le jeu vidéo fonctionne, par exemple. Alors, je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Si on veut créer un métavers de nos jours, on n'a pas réellement besoin de développer d'outils parce qu'il y a Unreal. On peut faire ça avec ça. Voilà. Alors après, il faut bien lire les conditions d'utilisation, parce que si on pense que c'est gratuit, on a tout faux. Deuxièmement, il faut voir quel est le dimensionnement qu'on veut faire. Si on veut avoir le maximum de monde possible, il faut avoir des fermes de serveurs en quantité, avoir une offre en béton, être absolument sûr de son coût. Je ne vois pas comment on peut y arriver du premier coup si ce n'est par hasard. Je vais rappeler que le succès de World of Warcraft est un accident. Jamais ils n'avaient pensé que ça atteindrait un tel niveau. Ils n'avaient pas d'infrastructure qui était prête pour ça. Il y a eu plein de problèmes au début. Ils ont au départ perdu de la clientèle parce que les serveurs crachaient en chaîne, parce qu'il y avait trop de monde. Tout simplement. J'ai déjà vécu ça quand je travaillais pour Dark Age of Camelot. On devait fermer les serveurs par moment. Il y avait trop de gens qui rentraient. Alors après, ça faisait cracher, c'était une horreur. Et sachant que Dark Age of Camelot, c'était extrêmement intense pour les serveurs, parce que vous pouviez avoir 1500 personnes au même endroit en train de se taper dessus avec des boules de feu, des flèches, des hallebardes, enfin tout. Bon, je vous laisse imaginer le nombre de calculs par seconde entre la position, les coups, les points de dégâts, les points de vie, la magie, tout ça. Donc, la question est de savoir quelle est la masse de données que vous allez traiter, comment vous allez la traiter, quel est le nombre d'opérations par donnée que vous voulez faire, et à la fin, vous faites un total, et vous regardez combien ça va vous coûter en mégawatts. Et ensuite, vous prenez une courbe de croissance des prix de l'énergie, et vous vous dites que finalement, c'est peut-être pas une très bonne idée de vouloir un métavers global. Ça va être compliqué. Peut-être qu'on ferait mieux de tuer la planète pour autre chose. Voilà. Des hôpitaux, par exemple, ou des écoles, mais peut-être pas un métavers. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, si le but, c'est de créer un monde en ligne, là, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. On peut faire des choses qui sont en niveau technologique très bas, qui vont fonctionner très bien. À l'heure actuelle, un serveur d'émulation d'EverQuest fonctionne sur un PC. Là, vous pouvez avoir plusieurs centaines d'utilisateurs avec un simple PC. Ça suffit. Donc, si vous voulez quelque chose de plus cossu, vous allez avoir plusieurs machines, ça ne va pas être très intense. Si vous voulez quelque chose au summum de la technologie, là, il va falloir une ferme de serveurs, mais à quoi bon, en fait? Tout dépend de l'offre que vous voulez proposer. Et ensuite, il y a un deuxième aspect qu'on sous-estime beaucoup, c'est quel est l'intérêt pour les joueurs. Est-ce que les joueurs peuvent y trouver une économie?
Donc je vous ai parlé de l'économie sociale, si vous voulez, l'économie des relations qu'on peut trouver. Tu es bon dans un domaine, on va vouloir de toi pour aller taper un dragon ou un géant. C'est une forme d'économie. Si vous cessez de considérer l'économie du point de vue de la masse d'euros que vous allez dépenser, mais du point de vue très simple, du temps investi et du savoir-faire dont vous disposez, eh bien, un univers en ligne est une place de marché. Des gens vont échanger le temps qu'ils passent à mettre en œuvre leur savoir-faire contre le temps que passent d'autres personnes à mettre en œuvre leur savoir-faire. C'est ça que ça fait, c'est un des aspects. Donc, on pourrait dire que si vous voulez que votre métavers fonctionne, il faut que vous dimensionniez votre offre de façon réaliste, il faut que vous envisagiez combien ça va vous coûter de le faire fonctionner, ça va vous montrer si la masse de clients que vous envisagez dans votre plan peut vous permettre de simplement être à équilibre. Je ne parle même pas de faire des profits, hein, juste être à équilibre. Et de vous payer. Au passage, ça peut être important pour manger. Mais il faut aussi penser que le joueur doit s'y retrouver. Si des joueurs ont réussi à faire de l'argent dans Star Wars Online, c'est parce qu'il y avait un intérêt économiquement pour eux de le faire, ça fonctionnait. Si des gens vendaient des personnages sur EverQuest, c'est parce que monter un personnage au niveau maximum avec un bon matériel, c'est difficile et ça a donc une valeur monnayable. Ça a d'ailleurs un tel problème qu'au début, et d'ailleurs c'est toujours le cas dans EverQuest, on n'a pas le droit d'échanger quelque chose trouvé en jeu contre du véritable argent sans l'accord des ayants droit. On n'a pas le droit. Sur des serveurs d'émulation, si vous vendez quelque chose contre de l'argent, vous êtes banni. Immédiatement, sans discussion. Donc il y a véritablement une question, et ça c'est le rapport de continuité le plus puissant entre la réalité effective, la nôtre, et la réalité fictive du jeu. L'économie, c'est le premier pan. Donc si vous ratez ça, vous n'allez nulle part. Et c'est, je pense, un des problèmes qu'a rencontré Meta, c'est-à-dire quel est l'intérêt économiquement parlant au sens large du terme pour quelqu'un d'aller dans Meta. Je pense qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y en avait aucun. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Je vais devoir accélérer un petit peu parce qu'on est un tout petit peu en retard. Du coup, je vais enchaîner cette réponse avec la question un peu philosophique. Mais qu'est-ce qui est désirable du coup dans le métavers ? Pourquoi ? Pour qui fabrique-t-on ces mondes virtuels-là ? Est-ce que c'est pour raconter quelque chose ? Est-ce que c'est pour proposer aux joueurs et joueuses ou aux utilisateurs et utilisatrices des nouvelles choses ? Et c'était surtout toi, Stella, que je voulais interroger en priorité là-dessus. Puisqu'effectivement, par rapport à ta thèse... Tout à fait, il y a un moment où, en travaillant sur le métavers, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait vraiment de désirable dans ce métaverse. Donc j'ai dû me faire une petite liste pour m'en rappeler. Donc je le disais juste avant, cette idée de pouvoir échanger avec des gens à travers le monde, qui est déjà une proposition qu'Internet a, là dans une autre forme et dans d'autres dispositions. Cette capacité du coup à rencontrer, il y a aussi des belles histoires de rencontres, même amoureuses, dans des mondes virtuels, etc., qui pour moi me touchent beaucoup et me redonnent un peu d'envie de vivre dans ces mondes-là, quoi. Il y a évidemment des enjeux presque économiques, on va dire, de pouvoir se réunir tous ensemble à un endroit sans avoir à prendre l'avion, qui est un des arguments semi-écologiques que le métaverse a pour lui. Et puis, il y a quelque chose d'assez beau aussi, qui est pour moi aussi foncièrement lié à Internet, qui est cette idée de recréer une place publique à l'échelle globale, que je trouve très beau, mais peut-être un peu utopique dans les faits. Est-ce que Stéphane ou Julien, vous vouliez ajouter sur la désirabilité du métavers, des métavers ? Oui, mais je vais d'abord laisser parler Stéphane s'il veut. Ça veut dire qu'il a beaucoup de choses à dire. Donc Stéphane, Non, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Moi, je renverrai au début, c'est-à-dire, je ne sais pas très bien de quoi on parle. Il y a certainement des choses qui sont désirables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses aussi vers lesquelles on va d'une certaine façon inévitablement. Et donc, il faudra maîtriser le désirable et le pas désirable. Mais je ne veux pas donner une réponse à ça. Je veux dire, la table ronde précédente parlait de l'e-sport. Le mélange du spectacle en présence et qui est retransmis, que ce soit de l'e-sport où on aura de plus en plus des concerts de musique, c'est quelque chose qui me semble désirable dans la mesure où il y a la rencontre physique et pas la rencontre physique. Après, si ça fait disparaître tout un pan de notre façon de communiquer, ce n'est pas désirable. Je sais
je pense que c'est une question très difficile parce qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle. On n'a d'ailleurs pas évoqué Fortnite et ses concerts, enfin vraiment toute l'expérience qui est construite en dehors du jeu, mais dans les salons d'attente et ce genre de choses. Alors, que je trouve fascinant. Ça va faire partie de ma réponse. Je dirais simplement que j'ai travaillé pour F4 Toys, qui avait l'ambition de créer un jeu qui s'appelait Empire of Sports, qui était une plateforme en ligne où on pouvait jouer à des jeux de sport et ensuite se rencontrer dans des espaces communs. Et ils avaient prévu l'inauguration avec un concert de Gorillaz, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça n'a jamais fonctionné. Parce que les feuilles de game design changeaient une fois par mois. Donc on a eu un problème d'inflation de caractéristiques et à la fin on n'a jamais réussi à sortir la chose. Moi j'ai laissé tomber. Je me suis mis au vert parce que j'en ai fait une véritable maladie. J'ai perdu mes cheveux. Enfin bon, c'est horrible. Alors la désirabilité d'un monde en ligne. Bah j'ai pas de bonne réponse à vous donner. Enfin, je pourrais faire un très long discours, mais ça sortirait complètement du cadre, il faudrait 1 heure, et je pense que tout le monde va se pendre à la fin, ça n'a aucun intérêt. Je vais faire un appel au pathos, je fais ça très rarement. Aux États-Unis, il y a un enfant qui a malheureusement contracté une leucémie. Condamné. Et il jouait à EverQuest 2 avec ses parents. Donc les joueurs d'EverQuest 2 lui ont fabriqué une île de rêve avec un parc d'attractions. Quand j'ai vu, à titre personnel, ça c'est une autre histoire, quand j'ai vu que dans Dark Age of Camelot, on pouvait fabriquer des couronnes de feuilles, de laurier, pour les mettre sur ces personnages, j'ai vécu une Madeleine de Proust parce que j'en fabriquais pour mes cousines quand j'étais enfant. Il y a certains joueurs qui m'expliquent en fait qu'ils sont plus heureux en jouant avec leurs amis qu'en discutant avec leur famille. Ça c'est triste, ça fait mal, mais ils sont heureux. Il y a certains joueurs qui ne jouaient pas lorsque j'étais policier pour Dark Age of Camelot, gestionnaire de communauté, mais c'était un travail de police. Il y a des joueuses qui organisaient leurs adultères. Il y a des maris qui espionnaient leurs femmes, authentique, hein, c'était le vaudeville permanent. Il y a des gens qui montaient des escroqueries. Il y en a qui s'asseyaient dans un coin et discutaient pendant 3 heures de leurs problèmes avec leurs amis. Il y en a qui montaient des stratégies complètement fumées pour arriver à choper des monstres de raid avec un groupe de personnes, ça c'était moi. Il y avait des gens qui organisaient des pièces de théâtre authentiques, il y en a qui faisaient des vidéos. Donc voilà, c'est ça la désirabilité, c'est-à-dire que vous devez avoir quelque chose qui permette aux gens d'y apporter ce qu'ils veulent y trouver. Si vous n'avez pas ça, ce que vous avez, c'est une salle de billard virtuelle pour prendre un pot virtuel avec ses collègues de travail virtuels après une journée de travail emmerdante mais virtuelle. Voilà, c'est tout ce que vous aurez, et rien de plus. Je peux vous citer des dizaines de jeux en ligne ou de métavers qui sont condamnés, mais quel intérêt? Partez du principe simple que si vous ne pouvez pas en faire à peu près ce que vous voulez, si vous n'arrivez pas à tordre la chose, si émotionnellement parlant, ça ne vous apporte rien, pourquoi perdre son temps avec? Brossez-vous les cheveux, ce sera plus constructif. Pendant qu'on fait peut-être passer, qu'on commence à faire passer le micro dans la salle, j'avais une dernière question du coup pour vous trois. De tout ce que vous avez décrit, j'ai l'impression que les métavers c'est avant tout des fausses réalités qu'on mettrait en contradiction avec de vraies humanités, parce que tout ce que vous avez raconté là à l'instant, c'est vraiment très très humain, que ce soit les adultères, les faux monnayeurs ou les belles choses comme le théâtre ou faire plaisir à un enfant malade. Il y a quelque chose de très humain là-dedans. Est-ce que le but d'un métavers finalement, ou une de ses potentialités, ce serait pas de mettre en valeur ce qu'il y a de plus humain en chacun et chacune de nous? C'est très Disney comme conclusion, je suis désolée. Merci. Alors j'aurais tendance à dire oui et non. Il y a quelque chose qui s'appelle la toxicité en ligne qui existe. Voilà. Donc on a ce défi-là en fait qui pour moi est primordial, enfin qu'on doit dépasser, qu'on doit travailler pour atteindre justement cette forme d'humanité qu'on a peut-être parfois oubliée, auquel on n'a pas toujours accès. Mais par contre, ouais, on a une petite ou un gros obstacle sur le chemin, j'aurais tendance à dire. Pas de conclusion princesse Disney si pour Julien. Non, je pense que la réalité est à peu près conforme à ce que vient de dire Stella. C'est-à-dire que si vous voulez que des êtres humains s'expriment, il va forcément y avoir des choses qui vont être regrettables.
C'est inévitable. C'est d'ailleurs un des axes de la culture japonaise qu'on ne peut pas appréhender la beauté sans accepter les ténèbres. Le problème, c'est que accepter les ténèbres, ça ne veut pas dire les laisser faire. C'est l'hédonisme aussi, non? L'hédonisme aussi, c'est un peu ça, c'est accepter le non-plaisir pour pouvoir profiter du plaisir. Oui, il y a aussi, enfin, c'est aussi un petit peu le stoïcisme. C'est-à-dire, ça se retrouve dans beaucoup de choses. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que l'accepter, ça ne veut pas dire le tolérer. L'accepter, ça veut dire être conscient que c'est là, savoir que c'est là, ne pas chercher absolument à l'éradiquer, parce que si on empêche d'exprimer totalement cette farce d'ombre, on ne pourra pas non plus exprimer la part de lumière. C'est ça le problème. Par contre, il faut être vigilant. Alors, à l'heure actuelle, je ne fais absolument pas confiance à n'importe lequel des géants de l'informatique pour être vigilant à ce sujet. Je sais quel travail cela représente de policer 300 000 personnes. En policer 30 millions, ils n'ont absolument pas les épaules. Absolument pas. Le problème, en fait, est un problème d'économie. C'est-à-dire qu'on veut bien mettre de l'argent pour développer des projets, mais on ne veut pas mettre l'argent pour empêcher des sociopathes et des psychopathes complets d'aller flanquer le chaos dedans. Et c'est typique dans YouTube. C'est-à-dire que vous allez trouver des vidéos de gens qui se font décapiter. Ça, c'est bon, il n'y a pas de problème, on va le laisser. Par contre, un téton, oula, mon Dieu. Mais est-ce que c'est un problème économique ou politique? C'est plutôt une volonté culturelle, premièrement. Les Américains préfèrent voir quelqu'un se faire assassiner plutôt que voir une femme nue. Ce qui, à mon avis, est la preuve d'une maladie mentale généralisée, mais enfin bon, ça c'est parce que je suis français. Et deuxièmement, il y a une question qui est strictement purement économique, parce que ça coûte cher, ça coûte horriblement cher. L'équipe de modération francophone pour Dark Age of Camelot, c'était 4 salaires à 2200 € bruts par mois, et c'était mal payé. Et c'était uniquement pour les francophones, soit la moitié de la population, donc 150 000 joueurs. Donc vous comptez 75 000, allez, pour 33 000 ou 40 000 joueurs, vous avez une personne. Donc 40 000 utilisateurs, une personne. Vous multipliez ça par la masse de clients qu'on voudrait avoir dans un métavers idéal, et vous vous rendez compte qu'il faut remplir un building. Tout simplement. Alors si on n'a pas le temps pour les questions, surtout Une. Qui sera l'élu? Il y en a une là-bas. Félicitations. Bravo à toi. Question. Qui fait courir en plus. Merci. Bonjour. Moi, c'était aussi, j'étais agréablement surpris de voir que cette conférence, cette table ronde serait contre le métaverse au final. Tant mieux. Mitigé. Oui, mais moi j'allais dire que le métaverse, je pense son avenir sera anticapitaliste, dans le sens que VRChat fonctionne beaucoup mieux en tant que communauté, que c'est sa communauté qui gère, qui se modère elle-même. J'ai l'impression que en fait chacun crée sa propre communauté. Il y a aussi tout ce qui est question d'identité. C'est uniquement dans VRChat que je pourrais exprimer ma part de féminité, que je pourrais être un furie. Ça ne sera pas le cas dans le métaverse de Facebook. Et j'allais dire aussi qu'en dehors du métaverse en VR, il y a aussi par exemple Team Fortress 2 qui, malgré son grand âge, maintenant fonctionne carrément en système communautaire. Enfin, je me dis qu'il n'y a plus besoin des entreprises, on peut très bien se gérer nous-mêmes et créer une économie, créer des espaces de discussion entre nous. Voilà. Oui. Sauf qu'on est-ce que ça peut être un métavers autogéré? Ce serait effectivement peut-être l'idéal, mais économiquement, on a vu que c'était quand même un petit peu compliqué. Est-ce que c'est pas un peu utopique? C'était l'utopie de Berners-Lee quand ils ont créé l'Internet. Ça devait être le village global. Tout le monde allait pouvoir participer et communiquer. Vous voyez ce que c'est devenu? Merci Stéphane, j'allais le dire. Parfait. Bon, voilà, il a donné le coup d'estramaçon, moi je viens donner le coup de grâce. Hein, si vous étudiez l'anthropologie technique et la philosophie des techniques, il y a une chose qui est claire, c'est que vous ne pouvez pas échapper au capitalisme. Mais attention, pas au capitalisme néolibéral moderne, hein, dans son incarnation à la papa, celui d'Adam Smith. Alors, parce que personnellement, enfin, au cas où vous n'auriez pas remarqué dans mon discours, les néolibéraux de l'informatique me donnent un petit peu des boutons. Vous ne pouvez pas y échapper parce que ça repose sur un système de compétences et de ressources. Et la base du capitalisme, c'est faire fructifier ces ressources pour que la communauté s'enrichisse. Pas les individus, la communauté, très important.
Donc, si vous créez un environnement autogéré, vous allez avoir des gens qui vont se spécialiser dans différentes tâches. Suivant que la tâche est facile ou difficile à apprendre, vous allez créer des environnements, enfin des statuts où il y a des gens qui seront en position de majorité et d'autres en position de minorité. Et vous recréez instantanément ce que vous vouliez détruire. Vous n'y échappez pas. Donc maintenant, la question est de savoir si on pourrait le diffuser, le rendre diffus. Et ça, c'est une question beaucoup plus complexe, on n'a pas le temps d'y répondre, mais elle est diablement intéressante parce que le problème que l'informatique actuelle, et c'est tout le but du Web 3, c'est la mise en silo, l'ultra-centralisation des moyens. Et c'est extrêmement dangereux parce que Internet, à la base, est fait pour contrer ça. C'est un système diffus exprès pour être robuste. C'est une application militaire. Ça aurait dû le rester. On n'aurait pas tous ces problèmes. Sérieusement. Si c'était des militaires qui avaient géré ça, vous n'auriez pas eu l'émergence de géants. C'est impossible, c'est un talon d'Achille. Désolée, ça me fait penser au SNU et tout. Merci en tout cas, merci à vous trois pour votre participation, c'était très enrichissant, j'espère que ça vous a plu également. Il faut vraiment qu'on conclue, qu'on s'arrête là, donc désolé s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas à interpeller nos participants et participantes de cette table ronde. Oui Stéphane ? Non ? Oui, c'est ce que j'allais dire, j'allais y venir. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 19h pour voter... 18h, pardon, j'ai mal noté. 18h. vendu à toi-même. 18h pour voter pour le prix Jeune Talent présenté par Epic Games, soutenu par Ubisoft Bordeaux et le Polymage Magélis. Ça se fait par SMS, c'est très rapide. Vous votez pour l'un des 3 finalistes du jeu du prix Jeune Talent. Remettez cette phrase avec les mots dans l'ordre, je vous fais confiance. Et voilà, ça se passe par SMS et vous avez jusqu'à 18h et vous ne pouvez voter qu'une fois. Si vous votez plusieurs fois, c'est le dernier vote qui est pris en compte uniquement. Pas de triche. Merci à vous tous et toutes.